a la grande joie d'accueillir Christine Christophe. Christine qui va nous parler de notre nature profonde, de sa nature profonde. Mais peut-être quelques mots d'abord pour la présenter. Christine est éco-journaliste, photographe, et alors elle se présente comme attachée de presse de la terre et du vivant. C'est un très beau mot, moi, qui me plaît beaucoup. Alors, j'imagine que Christine, tu vas définir un peu ce que tu veux dire par tout simplement en nous racontant qui tu es et ce que tu fais. Et puis, depuis très nombreuses années maintenant, Christine met toutes ses compétences, son énergie au service de deux grandes causes qu'elle a finalement réunies, qu'elle a d'abord côtoyées peut-être séparément, elle va nous raconter, qui se sont rejointes, qui est la cause écologique au sens large, et elle va le définir, et la cause spirituelle, si on peut dire. Et puis, bien sûr, je vais te poser des questions au fur et à mesure, mais je te laisse démarrer peut-être pour nous dire comment tout ça a commencé pour toi et voilà, comment tu es arrivé là où tu es maintenant. Merci Ivan, merci Laurence. Comment cela a commencé? Je suppose que ça a commencé dans les étoiles par une conspiration comme pour chacun de nous, mais je n'en ai pas connaissance pour l'instant. Tu parlais d'attaché de presse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi, attaché de presse de la Terre? Ça serait peut-être de donner une voix à celle qui n'a pas de voix, à la Terre et aux vivants, et de me faire leur porte-parole et leurs défenseurs, on va dire, même s'ils n'ont peut-être pas besoin d'être défendus, mais en tout cas aimés et soignés. Donc moi, parce qu'on n'a qu'une heure et quelques, je ne vais pas retracer tout le parcours, si ce n'est quelques grandes étapes que j'ai identifiées à l'occasion de cette rencontre par rapport à cette idée de passage. Et je dirais que le premier passage pour moi, ça a été cette chance inouïe de pouvoir voyager autour du monde pendant 10, 15, 20 ans, à la fois en tant qu'accompagnatrice de voyage et en tant que reporter ensuite. Et j'ai vu les plus beaux endroits du monde. J'ai non seulement vu, mais vécu, senti, aimé, participé, voilà, que ce soit les déserts, les montagnes, les fonds marins, les forêts. Je suis quelque part un peu tombée en amour. Peut-être à mon insu au départ, parce que ça semble si évident d'avoir toute cette beauté autour de soi. Et petit à petit, dans une conscience affinée que c'était juste pure merveille, cette terre et ce vivant. Et cette pure merveille, en même temps que je la découvrais, j'en découvrais aussi la fragilité, la vulnérabilité et aussi la destruction qui s'opérait peut-être à cet endroit-là, et une prise de conscience qui a émergé petit à petit, lentement mais sûrement, sur le fait que c'était pas un dû, mais que c'était tout ce qu'on avait devant soi était un don magnifique de la vie, et que voilà, ça c'était cette première partie de ma vie où j'étais plutôt dans une forme de réceptivité et la capacité de sentir une parole émergente qui venait de cette nature, de ce vivant. Il y a un ou deux endroits qui t'ont plus impressionné au sens de, sans être très long, je sais qu'on a peu de temps, Ouais, mais dans bien ton sûr, vécu. bien sûr. Oui, il y a eu les déserts, vraiment, la rencontre avec le sultanat d'Oman et avec l'Islande. Donc des déserts de chauds ou des déserts froids, mais où la vie est en Islande en particulier, où ça vibre. Il y a les volcans, il y a les fumerolles, il y a des explosions, il y a la terre qui bouge. Voilà, là, se sentir partie intégrante de ce vivant, c'était mes initiations, mes premières initiations ont été islandaises vers l'âge de 20 ans. Voilà, ça a été très, très puissant. Puis ensuite, j'ai traversé des déserts, parfois toute seule même. Voilà, une femme blonde aux yeux bleus au sultanat d'Oman, et ben, c'était mes plus belles expériences finalement. Aussi de rencontres avec des peuples bédouins, des peuples voilà, qui avaient encore cette faculté d'accueil de l'autre. Et donc, il y a quelque chose qui est né en moi assez rapidement, de l'envie de prendre soin de cette beauté et d'un engagement. Et donc, il y a eu une rencontre un petit peu marquante, ça a été celle de Théodore Monod, qui lui aussi traversait ces mêmes déserts, du Yémen, de l'Arabie, et
on s'est rencontrés dans son laboratoire au Muséum d'histoire naturelle. Et un jour, je lui ai demandé, mais je fais comment, moi, pour m'engager à travers mon métier pour cette beauté-là et là, il m'a donné une petite idée. Il m'a dit, va voir le site des journalistes pour la nature et l'écologie. Je crois qu'il y a des gens qui font déjà quelque chose. Donc, j'ai pu associer mon engagement, mon désir d'agir pour la terre, le vivant, en tant que journaliste, voilà, au sein de ce néologisme que j'ai créé, qui s'appelle éco-journaliste ou attaché de presse de la terre. Donc, ça a été voilà, cette dimension d'engagement militant par mon métier et à la fois aussi en tant que voilà, de manifestante, de militante pour les animaux, engagée dans des associations. Et petit à petit aussi l'émergence dans le même temps d'une forme de quête personnelle, intérieure, où j'allais passer mes anniversaires, tous mes anniversaires de façon assez systématique dans un lieu de retraite, un monastère, mais si possible un monastère en nature, dans une forêt. Donc je passais un peu de temps dans l'église ou dans ce lieu, ça pouvait être aussi des ashrams, c'est pas forcément chrétien, mais voilà, et dans une forêt la plus sauvage possible. Et cette mixité du temple, de la nature et du temple construit par main d'homme a un peu signé cet engagement éco-spirituel dont je vais vous parler. Et voilà, ça a été aussi ces grands passages. Et le deuxième grand moment, on va dire, d'identification de ce parcours a été quand il y a eu l'organisation d'un colloque au centre spirituel bouddhiste Karmaling en Savoie en 2004 pour la Saint-François d'Assise. Je reviendrai sur Saint-François qui a été mon guide sur ce parcours. Où j'ai vu le mot écologie et le mot spiritualité l'un à côté de l'autre avec et entre les deux. Et là, il y a eu comme une espèce de déflagration. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est ce que je veux faire quand je serai grande. Et je me suis engagée dans cette jonction, dans cette intersection qui est souvent vécue comme une faille jusqu'à aujourd'hui. Là, ça commence à changer, mais entre le monde des militants et le monde des contemplateurs, entre le monde spirituel et le monde de l'écologie environnementaliste, avec une espèce d'intuition de fulgurance que c'est là que ça se passait, en tout cas pour moi. Et du coup, je me suis engagée dans cette dimension-là, donc notamment très fortement tout de suite, j'ai pris la rédaction du livre qui faisait suite au colloque là, sous cette forme d'acte de Attends, ne bouge colloque. pas, qu'on puisse le voir. Oui, écologie, spiritualité, la rencontre, d'accord? Voilà. Et pour moi, ça a été vraiment la rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marie Pett, Pierre Rabhi, Philippe Desbrosses, Annick de Souzenel, David Abraham, Michel-Maxime Heger, les grands, je dirais, piliers de cette approche un peu plus large de l'écologie que ce qu'on avait l'habitude d'entendre jusque-là. Voilà, donc là, ça a été une forme d'engagement très concret. Et la prise de conscience en même temps que la dimension horizontale pouvait se coupler avec une dimension verticale. Donc à la fois dimension des profondeurs vers l'intérieur, d'où l'écologie profonde, voilà, courant auquel je me suis reliée par la suite, mais aussi une dimension de profondeur, mais vers les hauteurs ou vers plus grand que soi, dans cette dimension qu'on qualifie de spirituelle. Donc pour moi, il n'y a rien qui soit dissocié entre tout ça. En fait, j'ai bien compris assez rapidement qu'écologie et spiritualité, c'était les deux faces d'une même vision du monde, c'est-à-dire donner corps au souffle de la vie dans ces différentes dimensions, dans ces différentes consistances, qu'elles ce soit énergie ou matière, que ce soit intérieur ou extérieur, que ce soit visible ou invisible. Il y a vraiment une zone de tricotage ici qui me semblait, ou d'exploration, qui me semblait absolument fabuleuse et pertinente pour répondre aussi à mes propres interrogations et aussi pour peut-être répondre à cette quête de sens du monde aujourd'hui. Et donc, Voilà, à un moment, tu t'es après, dans ton travail, beaucoup, tu vas nous en parler, mais connecté finalement avec le social, le sociétal, à travers toute une série de oui. communautés, etc. Donc,
J'étais déjà fortement engagée sur ce plan sociétal à travers, D'accord. voilà, j'ai milité pour les cantines bio, j'ai milité pour les animaux, etc. Donc cette dimension sociétale. Mais il y a eu une intuition qui a émergé très rapidement dans ce creuset-là, c'était que ce qui se vivait au sein de ces communautés, de certaines communautés engagées en écologie, pouvait être à la fois un laboratoire d'expérimentation et être précurseur, signe des temps et porteur de germes de ce que notre société pouvait avoir besoin comme ressources et comme vision pour ce que nous traversons d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, je suis partie à la rencontre de ces lieux. Et là, on peut passer sur peut-être petit à petit sur un slide que je vous ai préparé parce que Oui, tu voir nous as ces lieux. préparé des magnifiques photos qui vont nous faire un petit peu, enfin rêver, en tout cas moi, en tout cas, quand je les vois. Voilà, donc je te laisse la main Ah sur oui, c'est à l'écran. moi de le faire. Ah bah, ou je le fais comme tu veux, Non, non, je vais essayer de tranquillement, partager. tranquillement, si c'est gênant, sinon je le fais. Non, non, je vais essayer d'être Comme ça, tu, opérationnelle. comme ça, tu pourras rythmer. Voilà. Donc, je vais vous emmener un petit peu en voyage. Dites-moi juste si ça fonctionne. Ah oui, il suffit que tu mettes sur, je crois, diaporama, Yes. et je crois que c'est bon. OK. Et c'est parti. Voilà. Donc, voilà. Ma première slide, c'est donc ce livre. Et puis, à la suite de ce livre est très rapidement né un projet de rassembler ces différentes communautés spirituelles à travers la transversalité de l'écologie. L'écologie, c'était pas du dialogue interspirituel, c'était un vecteur qui rassemblait dans le fondement, dans le fondamental de ces sagesses, une ligne de vie pour nous inspirer. Donc, est né assez spontanément dans plusieurs, voilà, en relation avec plusieurs lieux, ce qu'on a appelé le réseau des écosites sacrés. Donc, qui visait d'abord à les faire connaître, à les rassembler éventuellement et à inspirer notre monde de ce que ces personnes en petits groupes de 10 ou en petits groupes de 30 ou 40 ou de 600, parce que certains vont jusqu'à 600 personnes, ont expérimenté parfois depuis 50 ans dans le creuset de leur communauté. Juste une Voilà. question, Christine. Ce terme d'écocide sacré, ça vient d'où? Alors, il y a eu. Alors, comment on fait pour l'arrêter? Bah, il faut pas effleurer le. Ah bon, il est parti là. Peut-être Alors, sinon tu le remets en arrière, hein, c'est pas grave. voilà, ça y est. Voilà, J'ai mis le ok. partage en pause. Normalement, ça devrait s'arrêter là. Comment c'est né le terme écocide sacré? En fait, on a cherché un nom pour ce réseau. Il y avait déjà à ce moment-là le réseau des oasis qui était également émergent, auquel j'ai participé. Et on se disait, il y avait quand même cette dimension un petit peu complémentaire, enfin, en plus, qui était la dimension de spiritualité. On ne savait pas trop comment le définir. Et c'est à la fois à Karmaling et au Centre Sainte-Croix que le mot écocide sacré est né. Donc Karmaling, tradition bouddhiste tibétaine, et Sainte-Croix. Sainte-Croix, tradition orthodoxe, chrétienne orthodoxe. D'accord. Voilà. Et de comprendre, là j'ai mis comme mot unité dans la diversité, c'est que l'écologie était le facteur unifiant de l'ensemble de ces démarches. Écologie au sens intégral, et non pas seulement environnementaliste, politique, juridique, technologiste, mais une écologie intégrale telle que on l'a décrit aujourd'hui, systémique, holistique, qui intègre l'ensemble des paramètres du vivant. Voilà, donc j'ai fait des séjours. Ah, est-ce que vous avez encore le partage? Oui, on a le partage, mais alors on n'est plus en diaporama, c'est pour ça. Alors, OK. Voilà. Là, on est sur Voilà. unité dans la diversité. Voilà, alors il y avait des lieux de différentes traditions spirituelles, comme je vous disais, des lieux en France et à l'étranger. Il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a Euh, beaucoup? alors là, dans le livre, il y en a une trentaine qui sont recensés, qui sont ou anciennement engagés ou récemment engagés, et à différents niveaux d'engagement. L'idée, c'était pas de faire un label en disant vous avez gagné. C'était, je sais pas comment arrêter le diaporama. C'est pas grave.
C'est pas grave, on peut revenir. De toute façon, les images sont belles, c'est pas gênant. Donc, on voit différents lieux, c'est ça que tu partages, oui. Donc voilà, il y a, voilà, globalement, ce sont des lieux d'expérimentation. Et par la suite, ces 30 lieux se sont élargis à 300 lieux, et je vous en parlerai tout à l'heure, dans un projet qui s'appelle Vivre Relié, qui recense près de 300 lieux où la dimension éco-spirituelle est abordée de façon beaucoup plus large. C'est-à-dire que là, les 30 lieux du livre, c'était des communautés spirituelles, dont la spiritualité est le facteur d'engagement. Et ensuite, on a élargi à des lieux qui conjuguent les deux en même temps. Voilà. Et ces lieux-là ne sont pas forcément des lieux qui sont ceux que tu viens de nommer, qui sont issus d'une tradition, j'allais dire, spirituelle authentifiée. Enfin, est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a ceux qui voilà, semblent... c'est ça. Oui. Voilà, la base, c'est vraiment les écosites sacrés, c'est-à-dire une trentaine de lieux identifiés en France et à l'étranger, un petit peu les piliers, les précurseurs, et ensuite sont venus s'ajouter d'autres lieux qui sont beaucoup plus laïques, on va dire, et qui ne sont pas des communautés spirituelles à proprement parler. Voilà. Pour moi, le point de départ était quand même la dimension spirituelle et de puiser dans l'engagement spirituel les raisons, les ressources et la force d'un engagement écologique. Voilà, c'est vraiment ça la définition d'un écosystème sacré. Alors, on va faire un petit tour d'horizon, je ne vous les présenterai pas tous, mais il y a ici le centre AMA, je suppose que pas mal d'entre vous connaissent. Ce qui est assez fabuleux ici, c'est effectivement cette dimension d'ancrage dans la spiritualité, une pratique spirituelle régulière, et aussi la dimension de pratique d'exploration écologique, avec des ateliers de permaculture, des chantiers pour fabriquer là un sanctuaire des abeilles, des rencontres pour travailler autour de la CNV, la communication bienveillante, la communication, la gouvernance partagée, un vrai laboratoire d'exploration. Un autre lieu très connu et assez ancien, c'est le monastère de Solan, qui est de tradition orthodoxe, voilà, ancrée dans la prière. Et les orthodoxes sont plus que les catholiques ou les protestants, très reliés à la dimension cosmique, à la dimension de liturgie cosmique, c'est-à-dire en relation avec les saisons, en relation avec voilà, avec toute une cosmogonie très large, beaucoup plus large que simplement humaine. L'Institut Karmaling, dont je vous parlais, donc qui est en Savoie, qui est un centre bouddhiste. Là, on voit la superbe stupa, et qui a été précurseur donc sur ces questions-là, et dont Pierre Rabhi est un des parrains. Et également, on voit ici cette agriculture biologique à assez grande échelle. L'Arche de Saint-Antoine, qui n'est pas très très loin de là, qui est en Isère, avec une tradition ancrée dans le christianisme, mais ouverte à différentes traditions spirituelles. Et ici, on voit les gens qui se rassemblent tous les soirs pour faire une prière de différentes traditions spirituelles. Donc, on va dire que le lundi, par exemple, le lundi, ça va être pour les musulmans, le mardi pour les bouddhistes, le mercredi pour les hindouistes, le jeudi pour les chrétiens. Et tous les soirs, à la même heure, il y a une prière qui rassemble les personnes. Donc, c'est à la fois l'ancrage dans le ciel et l'ancrage dans la terre, avec ici comme principe la non-violence et la spiritualité comme moteur de la vie. Donc ensuite, on a un autre lieu très connu qui est le village des Pruniers, qui se trouve en Dordogne, non loin du centre Sainte-Croix dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été créé par Thich Nhat Hanh. D'abord, c'est l'un des centres les plus connus où il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent à cet endroit-là pour s'engager très très fermement. Et depuis quelques années, s'engagent dans des structures de fermes, on appelle ça des happy farms, autour de l'écologie, de la permaculture. Donc là, on est vraiment dans la pleine conscience au service de la vie.
on arrive dans un autre lieu qui est un peu atypique, qui est beaucoup plus petit, hein. Il faut voir que le village des Pruniers, c'est environ 300 moines et moniales. C'est le plus grand centre monastique de France. Ici, on est à l'îlot des Combes, où il y a très, très peu de personnes, mais beaucoup, beaucoup de passages et beaucoup d'expérimentations, notamment autour du vivre ensemble interreligieux. Donc là, vous avez vu sur les photos, on a des personnes de tradition musulmane qui côtoient des personnes, des jeunes laïcs de la banlieue du Creusot qui viennent faire de la permaculture, et ça brasse des idées, et c'est vraiment un creuset de non-violence et de dialogue qui est absolument fantastique pour la jeunesse qui s'expérimente dans un nouveau vivre ensemble fraternel. Nous avons une autre communauté assez engagée depuis assez longtemps, qui sont les sœurs du monastère de Tolignan dans la Drôme, qui cultivent la lavande et la foi et les huiles essentielles, et qui ont un côté très pragmatique en même temps. Il y a un côté où elles apprennent, par exemple, à suivre des cours autour de la théologie de la création, donc la dimension à la fois intellectuelle et la dimension incarnée. Ici, on part en Écosse, au nord de l'Écosse, dans un des plus anciens endroits d'expérimentation du lien éco-spirituel, à Findhorn, avec 3 moteurs qui sont l'enracinement dans la relation au divin ou au sacré, Love in Action, c'est-à-dire l'engagement, le service désintéressé, et la coopération avec les esprits et les forces de la nature. Donc on voit par exemple ici des photos fantastiques de ce jardin initial magnifique. Et là, on peut dire, Christine, peut-être contrairement à celle qu'on a vue précédemment, où là, il n'y a pas de référence à un cadre religieux, même ouvert, particulier, peut-être un cadre lointain celtique, j'en sais rien, mais contrairement à ceux qui pourraient se rattacher ou à l'orthodoxie ou au bouddhisme, etc. En fait, on va dire que Hélène Caddy était ancrée dans une spiritualité chrétienne qui était sa relation au divin, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une dimension de spiritualité ouverte, avec par exemple le sanctuaire qu'on voit en bas à gauche, là, le sanctuaire qui est un lieu de méditation où toute personne de n'importe quelle tradition peut venir méditer, et il y a des méditations régulières tous les jours à des heures précises. Voilà. Et y compris si je suis dans aucune tradition. C'était un peu ça ma question. Y compris si on est dans aucune tradition. Voilà. Et je dirais que c'est vraiment exploratoire. Par exemple, la relation aux esprits de la nature, il y a des gens à qui ça ne va pas du tout parler. Aux chrétiens traditionnels, par exemple, parler de ça, c'est juste inaccessible. Enfin, c'est juste pas compatible au départ. Mais autant, voilà, il y a un dialogue qui se fait à travers l'expérimentation et le fait qu'on n'a pas de revendication d'une tradition ou d'une autre. Voilà, là c'est un lieu complètement ouf, complètement fou, qui est non pas une communauté, mais une fédération de communautés, de 26 communautés à Damanhur, au nord de l'Italie, où là on est dans des dimensions plus ésotériques, dans le sens où c'est vraiment un laboratoire de recherche sur, on a parlé de quantique tout à l'heure, sur des domaines assez incroyables. Et ce lieu est particulièrement connu pour ce temple de l'humanité, qui est un temple de 8 pièces, 8 salles construites à même la montagne, sur 30-40 ans à la petite cuillère, et où c'est aussi une communauté qui est très engagée dans l'art. Vous voyez les vitraux qui ont été créés ici, les dessins sur toutes les maisons, et puis ce temple qui est décoré de façon incroyable, et où se vivent des transformations alchimiques, voilà, des transmutations par la beauté, par l'art, qui moi m'ont beaucoup, beaucoup touchée. On part un peu plus loin, on part en Inde, rejoindre ma communauté préférée, qui est celle des Bishnoi. Bishnoi signifie les 28, qui fait référence aux 28 règles qu'a donné Jimboji, qui est un prophète du XIVe siècle, qui, face à une crise écologique et de désertification et de famine auquel était confronté le Rajasthan à cette époque, a dit suivez-moi, moi, sur la base de règles éco-spirituelles. Si vous vous engagez à les suivre, je vous promets de survivre. Et non seulement sa communauté a survécu, mais ils sont aujourd'hui un nombre, je crois que c'est 300 000 voilà, qui vivent au Rajasthan sur des principes de non-violence radicale,
On ne coupe pas du bois vert, on ne tue pas les animaux. Non seulement on ne tue pas les animaux, mais on leur vient en aide. Les femmes sont respectées dans différents plans, notamment elles ont 1 jour de congé pour non 3 jours de congé pour leurs règles. Voilà, des choses qui sont absolument précurseurs et qui ont été inventées au XIVe siècle et que les Bishnoïs continuent de suivre. Les Brahma Kumaris, qui est une communauté aussi en Inde, qui se retrouve partout dans le monde, qui elle est engagée sur le plan de la méditation pour la paix intérieure, qui peut conduire à la paix climatique. C'est vraiment comment on travaille à la fois intérieur et extérieur. Voilà, tout ça pour vous dire, alors c'est vraiment un très rapide aperçu d'un travail qui a duré, je vais dire, une dizaine d'années et 3 ans pour écrire le livre, pour montrer qu'il y a dans ces expérimentations d'humains comme nous, hein, en même temps sur cette planète, des ressources incroyables d'intelligence, de créativité, de beauté, d'amour, pour nous inspirer dans nos chemins personnels et collectifs, dans la construction d'une nouvelle société, de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre à laquelle nous aspirons. Voilà ce que je peux dire sur ces communautés. Et alors, de tout ça, tu as tiré un certain nombre j'imagine, alors effectivement, ce livre. Voilà. Donc, il y a eu le livre qui Oui. regroupe toutes ces communautés et un site internet pour voir les visuels qui s'appelle Spiritualité pour la Terre. Et à la fin de ce livre, il y a une conclusion où j'ai essayé de reprendre l'ensemble de ces émergences intelligentes et de les compiler. Alors, il n'y en a pas que 10, mais je les ai compilées en 10 clés que je vous propose de découvrir avec moi. Qui sont les fondements d'une posture éco-spirituelle au monde, à la fois personnelle et collective, et éventuellement inspirante pour notre société, pour nos gouvernements, pour pour tout ce qu'on a envie de faire. Donc, ancrage dans une vision éco-spirituelle, qu'elle soit théologique, philosophique ou conceptuelle, voilà, une vision intégrale, holistique. L'ancrage dans une pratique spirituelle individuelle ou collective, prière, méditation, etc. Et travail de connaissance de soi et guérison des blessures. Donc le travail psychologique également, qui vient compléter le travail. J'aime pas le mot travail là-dessus, mais la dimension spirituelle, pour vraiment avoir une complémentarité. 3, une approche systémique qui soit apportée à la fois conjointement par les sciences et les traditions spirituelles dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre la dimension, voilà, pas de catégorisation, on est encore dans une vision beaucoup plus systémique où on voit plus les relations que les éléments séparés les uns des autres. Le deuxième chapitre qu'on a nommé Vie en communauté, c'est évidemment ce côté sociétal d'un vivre ensemble harmonieux, où on expérimente des pratiques de gouvernance partagée, la solidarité, l'entraide, le partage, la dimension d'accueil aussi, l'accueil du plus pauvre, l'accueil des migrants, l'accueil de l'autre, et aussi la dimension de service. La dimension de service est très importante. Service désintéressé pour la communauté, ce qu'on appelle en hindouisme le seva, dans le bouddhisme le samu. En point 5, c'est comme en permaculture, prendre une attention soutenue des bordures et des zones faibles et valoriser le dialogue et le fonctionnement en réseau, vraiment ouvrir. Ensuite, la dimension de transmission, d'éducation. Peut-être une question, qu'est-ce que veut dire des bordures et des zones faibles, si tu peux juste donner. Alors oui, c'est très intéressant parce qu'en permaculture et puis dans l'agriculture de façon générale, on constate que c'est dans les zones de jonction entre la forêt et la prairie, par exemple, entre les zones cultivées, non cultivées, entre les mares et les zones sèches, qu'il y a les plus grosses intersections et la plus grosse biodiversité et donc le plus gros potentiel de vie. Voilà, donc les bordures, c'est toutes nos zones où on ne regarde pas en général, et puis toutes les périphéries, tout ce qui n'est pas habituel, qui n'est pas central dans nos modes de fonctionnement. Vaste programme si on l'applique à la société. Tout à fait, tout à fait. Voilà, la dimension de valorisation des acquis, de recherche, de transmission, de sensibilisation, l'éducation des enfants, l'éducation à la nature. Quand on parle d'éducation, c'est un terme un peu restrictif, mais vraiment cette dimension de transmission, notamment à travers l'art et la créativité, qui sont souvent oubliés.
Sur les modes de vie, bien évidemment, c'est ce qui nous concerne individuellement, mais aussi collectivement, comment on peut mettre en place des modes de vie sobres. Donc, le mot sobriété revient, sobriété heureuse, etc. La simplicité, le partage, l'autosuffisance, l'autonomie, l'importance du travail manuel qui est souvent dénigré, et ce qu'on appelle dans certains milieux une économie de la subsidiarité, c'est-à-dire n'acheter et ne produire que ce qui est absolument nécessaire à nos besoins, et non pas le luxe, le superflu, l'ostentatoire, etc. La dimension de relation harmonieuse avec la terre et la nature, ça va quasi de soi, mais c'est important de le resituer. Et dans un esprit non pas de compétition ou de prédation, mais de coopération avec le vivant. Vraiment devenir partenaire du vivant. La dimension de relation saine à notre corps, dans la conscience que notre corps et le corps de l'univers, le corps de la Terre sont une seule et même chose, et que prendre soin de l'un va avec prendre soin de l'autre. Vraiment développer cette concordance, cette correspondance, cette co-responsabilité. Et une dimension qui est particulièrement importante à mes yeux et qui est très peu aujourd'hui conscientisée, c'est développer ce lien d'amitié, ce lien fraternel et pacifié avec les animaux, un peu comme le vivait saint François d'Assise en son temps. Voilà, comprendre que notre lien ne se fait pas juste par l'utilitarisme ou l'utilité qu'on peut avoir des autres êtres, que ce soit les animaux ou même le vivant dans son ensemble. Voilà pour le tour d'horizon. Et je finirai un petit peu en disant que moi, toute cette recherche, ça m'a beaucoup inspirée et donné de l'espoir et même une vision d'espérance pour ce que pourrait être notre société, notre nouvelle terre, que nous sommes déjà à l'intérieur de nous, bien sûr, mais que nous pouvons nourrir, et notamment avec des pratiques auxquelles je me relie moi et qui me nourrissent beaucoup, qui sont celles de la contemplation en nature, de faire silence en nature pour écouter ce que le souffle, l'univers, le divin peuvent avoir à nous dire à travers des paroles que l'on voit. Celles-ci, elles sont bien visibles. Cette beauté dans la nature, elle est bien palpable et bien visible. Mais savons-nous l'entendre? Savons-nous l'écouter? Savons-nous nous taire un moment pour entendre ce que d'autres peuvent avoir à nous dire? Voilà pour ce qui est de mon parcours. C'est très bref, c'est très voilà, condensé, mais c'est sur ces images qui peuvent vous inspirer que je finis ma présentation. Superbe. Alors, super, merci beaucoup Christine. Donc à ce moment, si tu veux bien arrêter le partage, et du coup on va se remettre ensemble parce que j'ai vu, donc il y avait au moins une question. Donc ce qu'on vous propose pour la suite, c'est un petit temps maintenant d'échange. Et ensuite, vous savez qu'à chaque fois on essaye d'avoir ou une pratique ensemble ou un temps de partage. On essaye de trouver le meilleur équilibre. Et cette fois-ci, Christine nous proposera un petit travail inspiré du travail qui relie. Un grand merci, Christine, pour cette présentation. Et c'est parce que je suis toujours touchée quand nos présentations, nos propos sont le résultat, le produit de nos parcours de vie et de nos quêtes. Et c'est merveilleux ce que la vie nous offre de pouvoir faire ça, pour peu qu'on ait la motivation, l'envie et l'audace de le faire. C'est de mêler vie et quête et recherche pour offrir au monde, aux autres, nos découvertes. Alors, mille merci de ce parcours, Christine, et de ta présentation qui... Après, tout reste à faire, mais il y a des exemples, il y a des prototypes, il y a des expériences, il y a, c'est possible, des graines ont été semées, à nous, si nous le voulons, de les faire grandir dans nos propres vies.